Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo littéraire puisque je vais vous parler de mes lectures lors de mes vacances d'été. J'ai lu 5 livres, les 5 étaient formidables, mais j'ai décidé quand même de les classer par ordre de préférence. Je vais faire de celui que j'ai entre guillemets le moins aimé, ce n'est pas vrai parce que je les ai tous aimés, à celui que j'ai préféré. Et celui que j'ai préféré a été très dur parce que je me suis battue avec 2 livres. Le 5e, c'est Ainsi soit-elle de Benoît de Groot. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez à quel point j'aime Benoît de Groot, Les Vaisseaux du Cœur étant très certainement l'un de mes 3 romans favoris. Si ce n'est le premier, j'avais envie de découvrir un petit peu plus la plume de Benoît de Groot. Donc j'ai acheté Ainsi soit-elle, j'ai aussi acheté un autre roman de Benoît de Groot, mais je ne l'ai pas encore lu, c'est ma prochaine lecture, c'est La Touche étoile. Je vous dirai ce que j'en ai pensé une fois que je l'aurai lu. Ainsi soit-elle, c'est un livre féministe. Et c'est un livre, même je dirais, sur le féminisme, puisque ce n'est pas un roman. C'est Benoît de Groot qui énumère tous les faits, toutes les injustices des femmes, tant sur la politique, dans les foyers. Pourquoi je le place en 5e position? Parce que j'ai l'impression que c'est un livre de colère. Quand j'ai lu ce livre, je m'attendais à améliorer mon esprit critique sur la condition de la femme, sur le féminisme, sur beaucoup de choses. Alors certes, on apprend beaucoup parce qu'il y a beaucoup de faits historiques, même des choses auxquelles on ne réfléchit pas forcément et on se dit oui, c'est une belle injustice. Donc là-dessus, on apprend beaucoup de choses. En revanche, on ressort en fait encore plus en colère. Moi, j'ai pas envie d'être en colère parce que je pense que la colère, c'est pas ce qui nous fait avancer. Je pense que être dans la haine, être toujours dans le mauvais, ça ne fait que compliquer les choses. Pour autant, il faut mener les combats, mais je pense qu'on peut les mener d'une autre façon. C'est vrai, il faut qu'il y ait des personnes qui fassent les choses par la force, mais moi la force, la colère, ce ne sont pas des choses qui me parlent, ce ne sont pas des notions qui m'inspirent pour m'élever, pour faire avancer l'humanité. C'est évidemment extrêmement bien écrit, il y a une partie qui est juste insupportable sur l'excision. En fait, je n'arrivais même plus à lire, tant c'était difficile. Je le mets aussi en 5e parce que ce n'était pas du tout une lecture plaisir. Pour autant, c'est une lecture qui est essentielle. C'est pas plaisant de savoir ça, mais il faut le savoir. Mais j'avoue, je suis un peu déçue. Je m'attendais à avoir des solutions dans ce livre. Je m'attendais à ce qu'elle nous guide sur comment réagir quand on voit une injustice, trouver des arguments pour répondre aux injustices, et en fait c'est plus de l'énumération. En 4e position, La Femme d'Annie Ernaux, prix Nobel de littérature en 2022, l'année où Annie Ernaux nous a quittés. J'ai beaucoup aimé ce livre, je le mets en 4e position parce qu'après il y a des livres que j'ai encore plus aimés, mais La Femme c'est merveilleux. Ça se lit très bien avec beaucoup de facilité. C'est son histoire, elle parle de sa maman qui est décédée. La première phrase, je pense que c'est la même que Albert Camus, L'étranger. Ma mère est morte. Je crois que c'est ça hein, dans Albert Camus, la première phrase, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, elle écrit sur sa mère d'une façon neutre. C'est-à-dire qu'elle essaye de retranscrire sa vie d'une façon neutre, sans se fier à comment elle perçoit sa maman et sans se fier à ce que son entourage dit d'elle. C'est-à-dire qu'elle décrit comment elle a grandi, qui étaient ses parents, qui était son mari, donc le père d'Annie Ernaux, qu'est-ce qu'elle a fait comme travail, comment était cette femme. Et je trouve cette approche brillante. C'est Annie Ernaux, évidemment, elle était brillante. Et il y a évidemment toute une dimension sur la transclasse, puisque Annie Ernaux était une transclasse. On voit la différence d'évolution quand la mère perçoit que sa fille s'élève socialement et culturellement aussi. Et c'est très touchant, c'est très beau. J'ai adoré lire ce livre, je pense que je le relirai avec grand plaisir. C'est un livre que je vais garder dans ma bibliothèque. Il est assez court, hein. Il fait, voilà, j'allais dire une centaine de pages, même pas une centaine de pages. Il fait 106 pages, exactement. Et il y a une partie très touchante, parce que je vous parlais de transclasse, c'est que la maman déjà avait une volonté de s'élever socialement. Elle n'a pas réussi, mais elle a tout fait pour que sa fille y arrive. Elle a tout fait pour que sa fille aille à l'école, elle a tout fait pour que sa fille ait beaucoup de connaissances. Elle l'emmenait dans des musées, elle était toujours présente auprès de ses professeurs, elle était toujours derrière elle pour ses devoirs. Et donc c'est une volonté transgénérationnelle, très intéressante, très bonne lecture. Et j'ai envie de lire d'autres livres d'Annie Ernaux. N'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré en commentaire, je le lirai avec grand plaisir. Le 3e, je l'ai malheureusement prêté, donc je ne l'ai pas, c'est L'Envol d'Aurélie Devogne, je crois. J'ai même pas de réseau ici pour vérifier l'information. Toujours un livre mère-fille transclasse. Voilà, on reste assez proche d'une femme, mais amené cette fois différemment. Alors faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal à me plonger dans ce livre. J'ai mis 2 mois avant de réussir à vraiment le lire, parce qu'en fait c'est un ping-pong entre le récit de la maman et le récit de la fille. Et sur une même page, on va avoir 4 lancers de balles. Un coup c'est la mère, un coup c'est la fille qui parle. Et au début j'avais du mal et je trouvais ça peut-être un peu gnangnan parce que ça commence quand la fille est vraiment petite. Et je me suis dit, bon c'est de la littérature
littérature de plage, j'ai du mal. Heureusement que je me suis accrochée parce que c'est tout sauf de la littérature de plage. J'ai beaucoup aimé ce livre. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé. Beaucoup d'entre vous l'ont lu. Je sais, vous l'avez tous adoré. En fait, la petite au début est très proche de sa maman. Et plus la petite grandit, plus elle va à l'école, plus elle s'instruit. Et c'est une petite qui est très intelligente, qui est très stimulée parce que la maman est beaucoup derrière elle. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Moi, je suis persuadée que les enfants qui s'en sortent bien à l'école sont des enfants qui sont très stimulés par leurs parents. Et non forcément des enfants plus brillants que d'autres. Et la maman dans le livre est femme de ménage. Je ne sais pas si elle a pu aller à l'école longtemps. Mais bref, en tout cas, le personnage n'est pas très instruit et il y a un moment où la petite dépasse la maman. Et la maman se sent inférieure à sa fille. La fille en veut un moment aussi à sa maman parce qu'elle n'a pas eu le même capital culturel, le même capital social que les gens autour d'elle. Elle réussit quand même à faire des bonnes écoles grâce à la bourse, mais elle se rend vraiment compte qu'il y a un fossé, déjà parce qu'elle n'est pas habillée comme les autres, elle n'a pas du tout les mêmes références. Par exemple, quand on lui parle de Truffaut, pour elle, Truffaut c'est là où elle avait acheté sa tortue et c'est un magasin d'arbres, alors que pour les autres, Truffaut est un grand réalisateur français. Il y a plein de références comme ça où elle se rend compte que zut, je suis tellement différente des autres, mais je me battrai pour y arriver. Et donc elle travaille dur, mais elle doit travailler doublement, voire triplement, parce qu'elle n'a pas juste à avoir des bonnes notes. Non, il faut qu'elle s'intègre dans ce nouveau cercle où évidemment elle est forcément très critiquée, des gens ne l'acceptent pas parce qu'elle n'est pas comme eux, et sa mère lui en veut terriblement d'être partie, puisque la mère n'avait que sa fille. Et en fait, il y a un moment où elle réalise que sa maman a tout fait pour elle, et que finalement sa maman a fait ce qu'elle a pu. Et toutes les deux réalisent et cessent cette colère et la relation redevient pleine d'amour. Enfin bref, c'est très beau, j'ai beaucoup aimé ce livre, je me suis pas mal reconnue à plein d'étapes. Il y en a plein qui m'ont envoyé un message aussi pour me dire Solène, tu dois absolument lire ce livre. J'ai pensé à toi quand j'ai lu ce livre, pas forcément vis-à-vis de ma maman du tout, mais par rapport aux études, par rapport au monde professionnel, toutes ces nouvelles choses. Il y a un autre livre d'Aurélie Devogne, je crois, qui est sorti, c'est La Lignée, il me semble, donc j'ai très envie de le lire. Ce sera aussi ma prochaine lecture à la rentrée. Alors là, le numéro 2 a été très dur. Lequel je mets numéro 1, lequel je mets numéro 2. Numéro 2, je vais mettre Les Merveilles de Viola Ardon. Alors déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que cette année, je travaille avec Albin Michel et j'ai un contrat à l'année avec eux. Et le deal, c'est que ils m'envoient des livres que je dois lire et en échange, je dois en parler. Et surtout, je dois donner mon avis sincère. Ça veut dire que si j'aime pas forcément, je devrais vous en parler. Mais je dois vous parler du livre. Sauf que Albin Michel me donne à chaque fois des perles, c'est déjà le 3e livre, à chaque fois j'adore, donc je les ai un petit peu en avance. Il est sorti le 21 août, mais je l'avais déjà en juin, ce qui a fait que j'ai pu le lire en avance, ce qui a créé pas mal de jalousie parce qu'il y en a beaucoup qui adorent les romans de Viola Ardon, qui a déjà écrit Le Train des enfants, qui apparemment est merveilleux, pareil je dois le lire aussi. Ça fait beaucoup de choses à rajouter sur ma liste de lecture. Les Merveilles, ça se passe en 1960 en Italie, à Naples, dans un asile. Donc à l'époque il était encore question d'asile et non d'hôpital psychiatrique. Et l'histoire, c'est que une femme allemande a fui l'Allemagne pendant l'occupation, s'est mariée avec un aristocrate italien, mais elle n'était pas vraiment amoureuse de lui, elle le faisait pour être libre, et entre-temps elle avait des liaisons avec d'autres hommes. Il l'a découvert, donc pour l'image de la famille, ils ont décidé de l'interner dans un asile. Ça permettait de la supprimer totalement et qu'on n'entende plus parler. C'était plus facile de dire qu'elle était folle plutôt qu'elle trompait son mari, pour l'image de la famille. On se passera de commentaires, sauf que quand elle était internée, elle était enceinte, cette femme. Elle a accouché d'une petite fille dans un asile. Cette petite fille qui s'appelle Elba a vécu toute sa vie avec des gens malades et avant on les appelait les fous. Donc je veux dire les fous parce que c'est comme ça qu'elle les appelle. Mais pour elle c'est normal, c'est son quotidien. Il n'y a rien de péjoratif dans ce roman. Au contraire, tout est affectueux parce que c'est sa famille. Et donc elle observe énormément chaque pathologie. Et à chaque fois qu'un nouveau fou arrive dans l'asile qui s'appelle le monde à moitié, très drôle, c'est sa maman qui l'appelait comme ça, elle fait son petit diagnostic et elle va voir le psychiatre et dit lui il a ça. Le psychiatre dit non, il a ça. Et en fait, quelques semaines plus tard, le psychiatre dit bon en fait c'est pas ça, c'est ça. Et c'est exactement le diagnostic de la petite fille, mais il ne lui donne jamais raison. Tout ça pour dire que la petite fille a de bonnes connaissances et a un œil très exercé. Mais un jour le juge décide de placer cette petite fille chez les bonnes sœurs lorsqu'elle a 8 ans. Et l'éducation chez les bonnes sœurs, ça n'a pas forcément bonne réputation. Elle devient extrêmement malheureuse puisqu'elle est maltraitée par des bonnes sœurs. Et lorsqu'elle arrive enfin à revenir dans l'asile, retrouver sa maman, elle se rend compte que sa maman n'est plus là. Le psychiatre lui dit qu'elle est décédée, une folle, qu'elle connaît depuis toujours, en qui elle a extrêmement confiance, puisque c'est sa famille, elle les connaît par cœur. Lui dit pas morte, elle est là, en lui désignant le pavillon des
plus que fou, parce qu'il y avait plusieurs pavillons, les pas trop fous, les moyens fous et les très très fous. Et donc Elba décide de rester quand même dans cet asile parce que sa maman est là. Personne comprend, on lui dit mais ta maman est morte, va faire ta vie, arrête, ça sert à rien que tu restes là. Et non, moi je reste ici. Entre temps il y a un nouveau psychiatre qui vient avec des nouvelles méthodes et tous les deux vont avoir un coup de cœur. Alors pas un coup de cœur amoureux, un coup de cœur humain. Il va se rendre compte qu'elle est très intelligente, qu'elle diagnostique très bien les choses et surtout qu'elle a une très forte capacité de parler aux différents patients et elle a confiance en lui parce que lui commence à les faire sortir dans la cour, les faire jouer au foot, aller voir la neige et surtout leur faire prendre beaucoup moins de médicaments. Et je ne vous en dis pas plus, mais c'est extrêmement bien écrit, l'histoire est très belle. Moi ça me fait un petit peu penser au livre que j'ai adoré également, L'œuvre de Dieu, la part du diable de John Irving. Bon, je suis un peu dyslexique donc j'ai un peu du mal avec les noms. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre qui est un grand classique, mais en tout cas voilà, ça me fait un petit peu penser à ça, à cet enfant dont le médecin la prend sous son aile, devient à son tour soignante. La question c'est, va-t-elle devenir à son tour psychiatre? Va-t-elle retrouver sa maman? Est-ce que cet asile deviendra un jour un endroit où les patients sont bien traités? Très bon livre. Le numéro 1, bon alors là pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez forcément vu, Un seul amour d'Anita Shreve. C'est une pépite ce livre. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le lire, puisque ma mère m'a dit un jour, tiens, lis ce livre, c'est une perle, c'est au niveau des vaisseaux du cœur de Benoît de Groot, tu vas l'adorer. Et il était sur ma table de nuit et j'ai mis peut-être 4 mois à le lire. Je sais pas pourquoi j'ai traîné, en tout cas j'ai fini par le lire. Alors juste, si vous voulez l'acheter, il n'est malheureusement plus édité, donc vous le trouverez sur Vinted, Le Bon Coin, Amazon Occasion, voilà, vous le trouverez d'occasion, en plus il est pas cher, il est à 1 ou 2 euros. C'est bien parfois d'avoir des perles à vraiment pas cher. L'histoire, j'en ai parlé sur Instagram, ça vous a fait beaucoup parler. Ça se passe en 1899 dans une station balnéaire à côté de Boston. Et c'est une jeune fille de 15 ans qui est fille unique et accompagnée de ses 2 parents qui ont une très belle villa au bord de mer dans une station balnéaire qui n'est pas encore très développée. Il y a juste quelques villas, un bel hôtel et ça se résume à pas grand chose. Cette jeune fille qui s'appelle Olympia est très éduquée. Elle ne va pas à l'école, c'est son papa qui l'éduque et elle est très brillante, elle est très stimulée. Son papa est éditeur, donc il reçoit cet été-là tous ses amis écrivains. Et parmi ses amis, il y en a un qui s'appelle Haskell, qui est un homme de 46 ans, il me semble, marié, avec 4 enfants, qui est médecin, qui soigne les pauvres dans les usines, et il écrit sur les mauvaises conditions de travail et toutes les blessures que ça provoque. Quand les deux se voient la première fois, avant même de se parler, ils se regardent dans les yeux et il y a un coup de cœur. Ils tombent fous amoureux. Donc Olympia, 15 ans, Haskell, 46 ans. Ou peut-être 42 ans, bon, je sais plus. Mais bref, il a la quarantaine. Marié, 4 enfants. Bon, il y en a plein qui vont même pas vouloir lire ce livre puisque ce n'est pas correct. Maintenant, je pars du principe que si on ne lit pas ce genre de livre, bah dans ce cas-là, on ne lit pas Lolita de Vladimir Nabokov, on ne lit pas les livres de Céline. Moi, je ne suis pas pour la censure. Chacun son opinion, vous voulez lire, vous voulez pas lire. Moi, je vous dis ce que j'en ai pensé de cette merveille. Ils tombent amoureux et forcément, en fait, il y a une alchimie si forte entre eux qu'ils finissent par être ensemble. Une courte durée, mais ils finissent par être ensemble. Et en fait, leur histoire d'amour ne dure que 100 pages. Leur histoire d'amour est forcément découverte. Ils le savent de toute façon qu'un jour leur histoire va être découverte, mais ils décident quand même de la vivre et de subir les conséquences. Et c'est ça qui est très fort. Personnellement, j'ai adoré l'histoire. J'ai adoré ce côté de on sait que c'est interdit, on sait que c'est mal, mais c'est plus fort que nous. C'est un choix, on le fait. Elle a certes 15 ans, bientôt 16 ans, mais elle est consciente, puisqu'elle revient même des années plus tard en disant je le referai, j'en étais consciente. Et lui aussi est conscient qu'elle est plus jeune, qu'il est marié, que c'est mal, qu'il a des enfants, qu'il va détruire sa famille. On parle de 1899 où on ne divorçait pas, où on ne pouvait pas laisser une femme seule avec des enfants. C'est tout un autre contexte, avec beaucoup plus d'enjeux. L'histoire se termine, le scandale explose dans la ville, elle a détruit l'image de la famille, l'autre famille Haskell est brisée, le chaos total, et cerise sur le gâteau, elle est enceinte. Son père l'exile complètement, la punit pendant 1 an dans sa chambre, elle accouche, et lorsqu'elle accouche, le père se débarrasse de l'enfant, alors qu'elle voulait le garder. Et c'est là où en fait c'est un livre, non pas sur une histoire d'amour, non pas sur les péchés, ce que vous voulez, c'est un livre sur la résilience, et c'est pour ça que ce livre est absolument magnifique. Après il y a toute une partie sur le procès, sur comment elle va récupérer son enfant, rétablir la vérité. Je peux pas trop vous en dire, c'est difficile de vous parler de ce livre sans trop vous en dire. En fait ce livre est en 4 étapes et l'histoire d'amour c'est juste la première étape. Et cette jeune fille va se battre et on sent que pas une seule fois elle regrette, elle veut vivre ce truc. En fait cette histoire d'amour lui appartient, mais tout le monde décide de s'en mêler, de dire ça c'est pas bien ce que vous avez fait, et elle veut juste vivre en paix. Et c'est très fort, c'est très beau, c'est tragique évidemment, faut être quand même sacrément ouvert d'esprit, sinon je comprends que ça puisse
déranger. Néanmoins voilà, elle a quand même 16 ans, c'est la majorité sexuelle. Certes on peut être influencé, mais on sait quand même ce qu'on fait à 16 ans, contrairement à 12 ans. Chacun son histoire, en tout cas cette histoire est très belle et je vous recommande sincèrement de le lire parce que c'est bourré de belles réflexions, de détails, on a l'impression de voyager. Et c'est pour ça que je le classe en numéro 1. Toutes les personnes qui l'ont lu également m'ont dit que c'était une perle absolue. Quand l'histoire est trop lisse et trop normale, je trouve que les réflexions sont pas forcément très intéressantes. J'aime bien quand il y a un petit peu de relief, quand ça tend à l'ouverture d'esprit, quand on se met dans une autre position pour comprendre un petit peu. Voilà, j'ai terminé cette revue littéraire. J'espère que ça vous a plu ce format. Je ne sais pas quel livre vous tentera le plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez envie de lire maintenant à cause de moi. En fait, l'autre jour, je me suis rendu compte que je ne lisais que des livres sur les femmes. Les femmes étaient toujours des personnages principaux. C'est les protagonistes. C'est, je sais pas, toujours dans mes lectures, ce sont autour des femmes. Là, il y avait pas mal de lectures sur les transclasses, puisque c'est un sujet qui forcément me touche, donc que j'aime beaucoup. Mais c'était du hasard. Si ce format vous plaît, je vous ferai d'autres vidéos lecture. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas les rater. Bisous!